La fille de ma sœur arrogante m'a insulté parce que j'étais célibataire à 42 ans. Alors j'ai appelé la banque et j'ai coupé les vivres à toute la famille. Ma sœur m'a appelé 31 fois avant que je ne réponde enfin à ses hurlements. Je suis Amanda, 42 ans, une femme. Je vis dans un appartement calme en centre-ville que j'ai acheté avec mon propre argent, un sanctuaire rempli de livres et du léger parfum de jasmin. En tant que conseillère financière, je passe mes journées à aider les gens à assurer leur avenir, une compétence que, ironiquement, j'ai offerte à ma famille pendant beaucoup trop longtemps. Ils ne voyaient pas ma réussite comme quelque chose que j'avais construit, mais comme une ressource à laquelle ils avaient droit. Et il a suffi d'un commentaire amer lors du dîner de mon propre anniversaire pour que je voie enfin la vérité. Voici l'histoire de la façon dont j'ai arrêté d'être la banque familiale et commencé à être moi-même. Il s'agit du moment où j'ai réalisé que mon soutien financier n'était pas de l'amour mais une chaîne, et que j'étais la seule à posséder la clé pour la briser. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais échanger avec vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Le restaurant était l'un de mes préférés, un petit établissement italien avec des nappes à carreaux et la lumière des bougies qui dansaient sur les verres à vin. C'était mon 42e anniversaire, et j'avais voulu quelque chose de simple, de plus intime. Juste ma mère, Hélène, ma sœur Sarah, et sa fille, ma nièce, Chloé. Les hommes de leur vie étaient opportunément absents. Le mari de Sarah était parti en voyage entre garçons et ma mère était veuve depuis longtemps, donc nous n'étions que toutes les quatre, une dynamique que j'aurais dû savoir éviter d'orchestrer. Pendant des années, ces rassemblements avaient un rythme prévisible. Mes accomplissements étaient reconnus par des sourires polis mais dédaigneux. Ensuite, la conversation pivotait vers leurs besoins, leurs drames, leurs envies. J'étais la toile de fond stable et fiable de leur vie plus intéressante. Ce soir-là, j'avais espéré que ce serait différent. Je payais, bien sûr, je payais toujours. J'avais réservé la meilleure table près de la fenêtre et j'avais même précommandé une bouteille de leur meilleur Chianti. Je voulais célébrer, me sentir célébré. La première heure fut trompeusement agréable. Nous avons parlé du premier semestre de Chloé à l'université, du club de jardinage de ma mère et de la nouvelle certification de yoga de Sarah. J'ai écouté, posé des questions et joué mon rôle de fille et de tante attentive. J'avais acheté un nouvel ordinateur portable à Chloé pour ses études le mois dernier, aidé Sarah avec la compte pour son studio de yoga il y a 2 ans, et je gérais le portefeuille de retraite de ma mère gratuitement, m'assurant qu'elle vive confortablement. J'étais, dans tous les sens du terme, le fournisseur, l'associé silencieuse de tout leur succès. Le serveur a apporté le tiramisu avec une seule bougie vacillant au centre. Pendant qu'elle chantait un joyeux anniversaire tiède, j'ai fermé les yeux et fait un vœu. C'était un vœu simple et privé pour un peu plus de reconnaissance, un peu plus d'affection sincère. Quand j'ai ouvert les yeux, Chloé faisait défiler l'écran de son téléphone, une expression ennuyée sur le visage. Sarah regardait déjà le serveur pour l'addition, même si elle savait qu'elle me reviendrait. Ma mère, Hélène, souriait, mais c'était le même sourire placide et sans engagement qu'elle arborait en toute occasion. « Fais un vœu, ma chérie » a incité ma mère, comme si je ne l'avais pas déjà fait. J'ai soufflé la bougie et la petite flamme a disparu dans une volute de fumée. Sarah a applaudi 2 fois, un son superficiel. Alors, une année de plus, Amanda. Des perspectives à l'horizon. Tu ne rajeunis pas. C'était la première salve, la remarque blessante et désinvolte déguisée en inquiétude fraternelle. J'ai forcé un sourire. Je ne cherche pas vraiment, Sarah. Je suis heureuse dans ma vie, ma carrière. C'est à ce moment-là que Chloé, ma nièce de 19 ans, a levé les yeux de son téléphone, me scrutant avec ce dédain désinvolte que seule une adolescente peut vraiment maîtriser. Elle a laissé échapper un petit soupir peu impressionné. Ouah, encore célibataire à ton âge. C'est triste. Les mots sont restés suspendus dans l'air, tranchants et laids. Ils n'avaient pas été prononcés avec méchanceté, mais avec une sorte de cruauté factuelle et irréfléchie. C'était un jugement, pur et simple. Ma vie, mes choix, mon indépendance, tout cela se résumait à un seul mot, triste. J'ai attendu que quelqu'un me défende. J'ai regardé ma sœur, Sarah, la femme dont j'avais aidé à financer l'entreprise, mais elle a juste haussé les épaules, un accord silencieux avec sa fille. Ensuite, j'ai regardé ma mère, Hélène. Nos regards se sont croisés par-dessus la table, et à ce moment-là,
je n'ai vu aucune lueur de soutien, aucun instinct maternel pour protéger sa fille aînée d'une remarque aussi insensible. Au lieu de cela, elle a juste hoché la tête lentement. Un seul geste de confirmation dévastateur. Elle a un point valide, Amanda, a dit doucement ma mère, sa voix teintée de ce ton familier de douce déception. Ce n'est pas naturel d'être seul tout le temps. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, cela s'est vaporisé. C'était le point culminant d'un millier de petites coupures, toute une vie à être considérée comme acquise, à voir ma valeur mesurée uniquement par ce que je pouvais fournir. Mon statut de célibataire n'était pas le problème. Le problème était que, pour elle, ma vie était un échec parce qu'elle ne correspondait pas à leur vision traditionnaliste et étroite. Ma carrière, mon indépendance financière, mon autosuffisance, rien de tout cela ne comptait. Ce n'était qu'un triste prix de consolation pour ne pas avoir d'homme. L'ironie était étouffante. Cette même indépendance qui finançait leur vie, leurs rêves, était la chose pour laquelle elle me plaignait. L'ordinateur portable sur lequel Chloé naviguait, le studio de yoga dont Sarah se vantait, la retraite confortable dont profitait ma mère, tout cela était construit sur les fondations de ma triste vie de célibataire. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. La colère que je ressentais était froide et silencieuse, un bloc de glace se formant dans ma poitrine. J'ai simplement pris mon verre de vin et je les ai regardés une par une. J'ai vu ma nièce, une fille qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, émettre un jugement depuis un trône que j'avais payé. J'ai vu ma sœur, qui défendait l'autonomisation des femmes dans son studio de yoga, mais qui ne supportait pas de voir sa propre sœur autonome sans mari. Et j'ai vu ma mère, qui m'avait appris à être forte et indépendante, me dire maintenant que la force était un handicap. Un long sourire s'est dessiné sur mon visage. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'une directrice générale qui vient de décider de liquider un actif défaillant. Elles l'ont pris pour de la grâce, pensant que je prenais leurs commentaires avec philosophie. Sarah a eu l'air soulagée, pensant probablement qu'elle s'en était encore tirée. Bref, de toute façon, a-t-elle dit en changeant de sujet. Le paiement des frais de scolarité de Chloé est dû la semaine prochaine. J'aurai besoin que tu fasses le virement. Bien sûr, ai-je dit, ma voix lisse comme du verre. Je vais m'en occuper. J'ai payé l'addition, une somme coquette qui ne m'a même pas fait scier. Je les ai ramenés chez elles en voiture, les écoutant bavarder de leurs projets pour le week-end. Des projets que j'étais implicitement censé financer. Quand je les ai déposés, ma mère s'est penchée pour m'embrasser sur la joue. Ne fais pas attention à elle, ma chérie, a-t-elle chuchoté. Un cas classique de trop peu, trop tard. Nous nous inquiétons juste pour toi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête et je les ai regardés remonter l'allée jusqu'à la maison que j'avais aidé ma sœur à acheter. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans mon appartement parfait et silencieux. Le silence, un réconfort plutôt qu'une malédiction. J'ai repensé au dîner. J'ai repensé au hochement de tête. Le hochement de tête de ma mère était la véritable trahison. C'était la confirmation finale que je n'étais pas une fille dont on pouvait être fier, mais un problème à résoudre. Et tandis que j'étais assise là, la glace dans ma poitrine a commencé à fondre, remplacée par un sentiment de détermination froid et clair. Elle me voyait comme une commodité, une ressource, une ligne de crédit ouverte avec un rythme cardiaque. Cette nuit-là, j'ai décidé de fermer le compte. J'ai pris mon téléphone, mais je n'ai pas appelé un ami pour me défouler. J'ai cherché le numéro du service client ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de ma banque. La décision était prise. Au matin, leur monde serait très, très différent. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, les événements du dîner repassaient dans mon esprit, non pas comme un incident singulier, mais comme le dernier épisode de la saison d'une série de longue date. Une série où j'étais l'éternel personnage secondaire de ma propre histoire. Mes intrigues étaient toujours secondaires par rapport à la distribution principale, ma mère, ma sœur et ma nièce. Leur cruauté désinvolte n'était pas nouvelle. C'était une forme d'art bien pratiquée, raffinée au cours de décennies où je l'avais laissé faire. J'avais construit la scène, fourni les accessoires et payé les billets, tout cela pendant qu'elle déclamait des répliques qui érodaient lentement mon estime de moi. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme universitaire. J'étais la première de notre famille à obtenir une maîtrise, un master en finance. J'avais obtenu mon diplôme avec mention, mon nom appelé sous de maigres applaudissements.
Quand j'ai retrouvé ma famille ensuite, mon diplôme à la main, les premiers mots de ma mère ont été « C'est merveilleux, ma chérie. Maintenant tu peux trouver un bon mari avec un emploi stable. » Mon accomplissement a été instantanément recadré comme un tremplin vers le mariage. Ma sœur Sarah avait simplement levé les yeux au ciel, marmonnant quelque chose sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'un diplôme sophistiqué pour être heureuse. Une pique qui visait clairement à sous-entendre que moi, oui. À l'époque, elle fréquentait l'homme qu'elle allait finalement épouser. Et à leurs yeux, elle avait déjà remporté le vrai prix. J'avais un diplôme. Elle avait un partenaire. Le tableau des scores était clair. Quelques années plus tard, lorsque j'ai acheté mon premier appartement, ce fut une autre étape importante qu'elles ont réussi à minimiser. C'était un modeste 2 pièces, mais c'était le mien. J'avais économisé sans relâche, travaillant 60 heures par semaine à mon premier poste d'analyste junior. Je les ai invités pour une petite pendaison de crémaillère. Sarah a traversé les pièces et a fait des commentaires sur la petite taille de l'endroit. C'est un bon point de départ, je suppose, avait-elle dit en reniflant avec dédain. Mais tu voudras quelque chose de plus grand quand tu auras une famille. Ma mère a fait écho à ce sentiment, suggérant des couleurs de peinture qui plairaient à un œil masculin, comme si le but entier de ma maison était d'être un appât pour un futur mari. Il n'y a jamais eu de moment de pure célébration pour mon accomplissement en soi. C'était toujours vu à travers le prisme de ce qui me manquait, un homme, une famille, une vie normale. Le schéma était insidieux. Quand j'ai obtenu une promotion majeure à 30 ans, celle qui a finalement poussé mon salaire dans les 6 chiffres, je leur ai annoncé la nouvelle lors d'un dîner dominical. Après un moment de silence stupéfait, la réponse immédiate de Sarah a été « Eh bien, ne laisse pas cela intimider les hommes. Les garçons n'aiment pas quand une femme gagne plus qu'eux. » Ma mère a hoché la tête en signe d'accord, ajoutant l'histoire édifiante de la fille d'une amie dont le succès professionnel l'avait prétendument laissée seule. Elle ne célébrait pas mon travail acharné. Elle m'avertissait que mon succès était un handicap social. Pendant ce temps, je remboursais discrètement la dette de carte de crédit à taux d'intérêt élevé que Sarah avait accumulée suite à l'échec d'un projet de boutique en ligne. J'étais la personne responsable, celle qui réussissait. Mais dans le récit déformé de notre famille, j'étais aussi celle qu'il fallait plaindre. L'exemple le plus flagrant s'est produit il y a 5 ans. Je fréquentais quelqu'un depuis environ 1 an, un homme gentil et intelligent nommé Robert. Il était architecte et nous étions connectés à un niveau que je n'avais jamais connu auparavant. Je l'ai amené chez ma mère pour Thanksgiving, nerveuse mais pleine d'espoir. Ma famille a été polie en face de lui, mais leurs questions ressemblaient à une enquête médico-légale. Elles l'ont interrogé sur ses revenus, ses origines familiales, son plan sur 5 ans. Cela ressemblait moins à une présentation et plus à un audit financier. Robert était mal à l'aise et j'étais mortifié. Après son départ, le verdict est tombé. Sarah pensait qu'il n'était pas assez ambitieux pour moi. Ma mère estimait que sa famille n'était pas à notre niveau social. Elles l'ont systématiquement démantelé, non pas sur la base de la façon dont il me traitait ou de la façon dont il me rendait heureuse, mais sur une liste de critères superficiels. Quelques semaines plus tard, Robert et moi avons rompu. La pression avait créé une fissure dans notre relation, et nous ne pouvions pas la réparer. Quand je l'ai dit à ma famille, il y a eu un sentiment de soulagement palpable de leur part. C'est pour le mieux, avait dit ma mère en me tapotant la main. Tu mérites quelqu'un qui puisse vraiment être à ta hauteur. Mais ce qu'elle voulait dire, c'était quelqu'un qui puisse répondre à leurs attentes, quelqu'un qui ajouterait au statut perçu de la famille. L'ironie était que c'était moi qui avais construit ce statut. Le style de vie confortable dont elle profitait était financé par mon salaire intimidant. Les enfants de Sarah allaient dans des camps d'été privés parce que je signais les chèques. Ma mère pouvait s'offrir ses croisières biannuelles parce que je gérais ses investissements et complétais sa pension. Elle me critiquait parce que je n'avais pas d'homme, et pourtant elles étaient totalement dépendantes de ma capacité à subvenir à leurs besoins, une capacité que j'avais cultivée en me concentrant sur ma carrière plutôt que sur ma vie amoureuse. Cet historique de rejet était le contexte du commentaire de Chloé lors du dîner de mon anniversaire. Ces mots n'étaient pas seulement la pique irréfléchie d'une adolescente. C'était l'écho d'un mantra familial, un système de croyances transmis de mère en fille. J'étais l'anomalie, la vieille fille, l'exemple à ne pas suivre. Et mon rôle était d'accepter ce récit avec un sourire gracieux, puis d'ouvrir mon portefeuille. Pendant 20 ans, j'avais absorbé ces petites fléchettes empoisonnées, me disant que c'était juste leur façon d'être.
Je leur trouvais des excuses. Sarah n'était pas sûre d'elle à cause de ses propres difficultés financières. Ma mère venait d'une autre génération. Chloé n'était qu'une enfant. Mais le hochement de tête silencieux et consolidateur de ma mère, avait réduit toutes ces excuses à néant. C'était un moment de vérité pure et sans phare. Elles n'étaient pas seulement irréfléchies, elles étaient délibérées. Elles n'étaient pas seulement méprisantes, elles étaient parasitaires. La colère qui avait été un bloc de glace froid était maintenant un feu déchaîné. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait du manque total de respect, du mépris complet de mes sentiments, de ma vie, de mes accomplissements. Elles avaient joyeusement encaissé les chèques de la banque d'Amanda tout en dévalorisant simultanément sa directrice générale. Elles voulaient les avantages de mon indépendance sans jamais valider la vie que j'avais construite pour l'atteindre. Alors que j'étais allongé là, le ciel derrière ma fenêtre commençant à s'éclaircir, je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Les liens financiers étaient les seuls qu'elles semblaient respecter, la seule langue qu'elles comprenaient vraiment. Alors ce serait la langue que j'utiliserais pour répondre. Il était temps de leur apprendre la véritable signification du mot indépendant. Il était temps qu'elles apprennent ce que ma triste vie de célibataire payait réellement. Et la première leçon commencerait le matin même. Le soleil a commencé à filtrer à travers mes stores, mais je n'avais pas dormi. Mon esprit était un tourbillon de calculs et de souvenirs, chacun renforçant la décision que j'avais prise aux heures précédant l'aube. Pendant des années, j'avais fonctionné avec l'illusion que mon soutien financier était un cadeau, une expression d'amour pour ma famille. Mais assise là, dans la lumière crue du matin, j'ai compris que c'était un contrat tacite, et que j'étais la seule à honorer ma part du marché. Mon obligation était de fournir. La leur était de me donner le strict minimum d'amour et de respect, et elle venait de faire défaut de la manière la plus spectaculaire. Alors, j'ai décidé de faire ce que je fais de mieux. J'ai mené un audit. J'ai tourné mes compétences professionnelles, celles-là même qu'elles rejetaient si facilement, vers ma propre vie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer méticuleusement au peigne fin des années de dossiers financiers, de relevés bancaires et de factures de cartes de crédit. Je voulais tout voir. Pour quantifier les coûts cachés du fait d'être le distributeur automatique de la famille, j'avais besoin de voir les chiffres noirs sur blanc pour éliminer l'émotion et regarder les données froides et dures de ma générosité. C'était un exercice de douleur auto-infligée, mais c'était nécessaire. J'avais besoin de monter un dossier inébranlable, non pas pour elle, mais pour moi-même. J'avais besoin de savoir, jusqu'au dernier centime, ce que mon silence et ma complaisance m'avaient réellement coûté. Le premier fichier que j'ai ouvert était intitulé Soutien familial. C'était une feuille de calcul que j'avais conservée à des fins fiscales, mais elle est vite devenue un monument à ma propre naïveté. Les entrées avaient commencé modestement. Il y a 10 ans, c'était aider Sarah avec le paiement de sa voiture un mois où elle était un peu juste. C'était acheter un nouveau lave-vaisselle à ma mère quand le sien est tombé en panne. C'était payer pour l'appareil dentaire de Chloé. Ce sont des choses que l'on fait pour la famille, m'étais-je dit. Mais la fréquence et les montants avaient augmenté avec le temps, suivant parfaitement la croissance de ma carrière. J'ai fait le compte. L'acompte pour la maison de Sarah, 50 000 €. Cela avait été présenté comme un prêt, mais il n'y avait aucun contrat, aucun calendrier de remboursement, et pas un seul euro n'avait jamais été remboursé. Le capital de départ pour son studio de yoga, encore 30 000 €. Elle appelait ça un investissement, mais je n'avais jamais vu une part des bénéfices, qui je le soupçonnais, était au mieux maigre. Ensuite, il y avait les dépenses mensuelles, les coûts récurrents insidieux qui étaient devenus si routiniers que je les remarquais à peine. Je payais le forfait de téléphonie mobile familiale pour nous toutes, une facture qui s'élevait à près de 250 € par mois. Je couvrais l'assurance de la voiture de Sarah parce qu'elle disait que c'était moins cher de la regrouper avec la mienne. Et Chloé, ma belle nièce à la langue acérée. Le dossier de Chloé était le plus stupéfiant. Dès sa naissance, j'avais été sa fée marraine. J'avais ouvert un compte d'épargne pour ses études, un plan universitaire auquel j'avais assidûment contribué chaque mois pendant 18 ans. Le solde dépassait désormais largement les 150 000 €, plus qu'assez pour couvrir l'intégralité de son diplôme de premier cycle à l'université d'État qu'elle fréquentait. Mais ce n'était pas tout. J'ai trouvé les reçus pour la robe de bal de créateur, les multiples camps d'été, le tout nouvel ordinateur portable pour l'université, l'argent de poche mensuel que je déposais sur son compte de carte de débit pour les livres et les fournitures.
Un compte dont je réalisais maintenant qu'il finançait un style de vie de voyage le week-end et de brunch coûteux que je voyais sur ses réseaux sociaux. La carte de débit de ce compte était directement liée à l'un de mes propres comptes chèques, un arrangement que j'avais mis en place il y a des années par commodité. C'était une bouée de sauvetage que j'avais fournie, et elle n'avait aucune idée d'où cela venait. Elle pensait probablement que c'était financé par ses parents. Ensuite, il y avait ma mère. Mon soutien financier pour elle était plus subtil, mais tout aussi significatif. J'avais repris son portefeuille d'investissement après le décès de mon père. Il lui avait laissé un modeste pécule, mais cela n'aurait pas suffi à maintenir son style de vie pendant 2 décennies. Grâce à des investissements et une gestion minutieuse, j'avais considérablement fait fructifier ce pécule. Je ne lui facturais pas un seul centime pour mes services, lui faisant économiser des milliers d'euros par an en frais de gestion qu'elle aurait payés à n'importe quel autre conseiller. De plus, je complétais discrètement ses revenus, un dépôt direct de 1 000 euros chaque mois pour couvrir ce que sa pension et la sécurité sociale ne couvraient pas. Cet argent payait ses croisières, les frais de son club de jardinage, sa capacité à vivre sans souci financier. Alors que j'additionnais les chiffres, le total sur mon écran a atteint un montant astronomique. Au cours de la seule dernière décennie, j'avais dépensé plus de 400 000 euros pour elle. Cela n'incluait même pas la perte de revenus liée à la gestion financière bénévole ou les intérêts composés que j'aurais pu gagner si cet argent avait été investi dans mon propre fonds de retraite. Le chiffre était écœurant. Il représentait un avenir que j'avais sacrifié pour elle, une maison plus grande pour moi-même, plus de voyages et une retraite anticipée. J'avais systématiquement liquidé mon propre avenir pour financer leur présent. Et qu'avais-je obtenu en retour? De la pitié, du dédain, un triste petit hochement de tête lors d'un dîner d'anniversaire. L'audit financier fut dévastateur, mais il fut aussi libérateur. Il a dissipé toute culpabilité ou doute persistant que j'avais sur la décision que j'allais prendre. Ce n'était plus un acte de colère. C'était une restructuration d'entreprise. Elles étaient des actifs non performants, et je m'en séparais. Les chiffres ne mentaient pas. J'avais favorisé une culture de dépendance et d'arrogance et, ce faisant, je leur avais permis de me voir comme une fonction, pas comme une personne. Ma valeur était liée à un virement bancaire. Mon amour se mesurait en signes d'euros. J'ai regardé les comptes spécifiques. La carte de débit de Chloé était la cible la plus facile et la plus immédiate. C'était mon compte, à mon nom. Je l'avais simplement ajouté comme utilisatrice autorisée. Révoquer cet accès se ferait en quelques clics. Le forfait téléphonique familial était à mon nom. Un simple appel suffirait pour supprimer leur ligne. Le transfert mensuel à ma mère pouvait être arrêté d'une simple touche sur le clavier. Les problèmes plus importants, comme le prêt pour la maison de Sarah, étaient plus complexes, mais pour l'instant, je me concentrerai sur les bouées de sauvetage immédiates. Je ne me contentais pas de leur couper les vivres. Je reprenais le contrôle de ma vie, de mon avenir, de mon respect de moi-même, un compte à la fois. La première étape consistait à décrocher le téléphone et à passer un appel. La banque ouvrait à 8 heures. J'ai regardé l'horloge. Il était 7h15. J'avais 45 minutes pour me préparer au début de ma nouvelle vie. Avec l'audit terminé et les chiffres effarants qui me dévisageaient depuis l'écran de l'ordinateur portable, le brouillard émotionnel de la douleur et de la colère a commencé à se dissiper, remplacé par une concentration aiguë et méthodique. Mon bureau était mon sanctuaire, le seul endroit où j'avais le contrôle total. Je me suis préparé une tasse de café noir frais, je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à élaborer ma stratégie. Il ne s'agissait pas seulement de couper les fonds. Il s'agissait de démanteler chirurgicalement et systématiquement l'ensemble de l'écosystème financier que j'avais construit autour de ma famille. Je devais être précise, m'assurer qu'il n'y avait pas de faille, pas de porte dérobée, aucun moyen pour elle de rétablir les connexions que j'étais sur le point de couper. Je traçais chaque bouée de sauvetage que j'avais tendue, et je me préparais à couper chacune d'elles proprement. Ma première priorité était de créer un inventaire clair de chaque lien financier entre nous. J'ai sorti un bloc-notes juridique vierge et j'ai dessiné un diagramme simple. Mon nom était dans un cercle au centre. De la part des 3 autres cercles, Hélène, Sarah et Chloé. J'ai ensuite commencé à tracer des lignes, chacune représentant un lien financier, en les annotant avec le type de soutien et l'action requise pour y mettre fin. La ligne vers Chloé était la plus épaisse, avec les vulnérabilités les plus immédiates. Premièrement, la carte de débit.
Elle était liée à un compte chèque secondaire que je maintenais spécifiquement à cet effet. Le compte était uniquement à mon nom, ce qui en faisait la coupure la plus facile. Action, appeler la banque et geler la carte avec effet immédiat. Ensuite, révoquer son statut d'utilisatrice autorisée. Deuxièmement, le fonds universitaire. Le plan était à mon nom avec Chloé désignée comme bénéficiaire. Bien que je ne puisse pas simplement récupérer l'argent sans pénalité, j'avais le pouvoir de changer le bénéficiaire. Je pourrais le changer pour moi-même ou même pour un futur enfant hypothétique. L'étape immédiate, cependant, consistait à interrompre tous les paiements et décaissements futurs du compte. Je ne paierai pas ces frais de scolarité du semestre de printemps. Action, se connecter au portail d'investissement et annuler le prochain paiement des frais de scolarité. Envoyer une demande officielle pour suspendre toutes les distributions en attendant une révision du bénéficiaire. Ensuite, je me suis concentré sur la ligne vers ma sœur Sarah. C'était plus compliqué. Le prêt de 50 000 € pour sa maison n'était pas documenté. Un accord verbal conclu dans un moment de bonne volonté fraternelle. Légalement, le récupérer serait presque impossible sans une longue et affreuse bataille juridique, chose que je voulais éviter. Je l'ai marqué comme une perte, une leçon apprise très coûteuse. Cependant, les autres liens étaient plus tangibles. La police d'assurance automobile était à mon nom. Action, appeler mon agent d'assurance et faire retirer Sarah et son véhicule de ma police à la fin du cycle de facturation actuel. Je lui enverrai un email formel pour l'informer qu'elle avait 30 jours pour obtenir sa propre couverture. Le forfait de téléphonie mobile familiale était également à mon nom. Action, appeler le fournisseur et transférer sa ligne, la ligne de son mari et la ligne de Chloé vers un forfait distinct à payer soi-même. Il serait responsable de la facture à l'avenir. Cela prendrait effet immédiatement. La perturbation serait instantanée. Enfin, je me suis tourné vers la ligne qui me reliait à ma mère, Hélène. C'est celle-ci qui m'a fait hésiter un instant. Malgré sa trahison, elle restait ma mère. Mais le hochement de tête avait été un signe clair qu'elle avait choisi son camp. Mon soutien lui permettait d'approuver passivement le manque de respect que je subissais. Le supplément mensuel de 1 000 € était un transfert direct depuis mon compte d'épargne. Action, me connecter à ma banque en ligne et annuler le paiement récurrent. Le prochain était prévu pour le 1er du mois, dans quelques jours seulement. La gestion bénévole de son portefeuille d'investissement était un problème plus délicat. J'avais une responsabilité fiduciaire. Je ne pouvais pas simplement l'abandonner. Action, je rédigerai une lettre formelle déclarant que je renoncerai à mon rôle de conseillère financière dans 60 jours. Cela lui donnerait amplement le temps de trouver un nouveau conseiller rémunéré. Je lui fournirai une comptabilité complète et transparente de ses actifs et une liste de cabinets réputés dans sa région. C'était professionnel, éthique et totalement impersonnel. Alors que je planifiais tout cela, un sentiment de calme m'a envahi. C'était mon monde. Logique, stratégie, exécution. C'était le travail qui m'avait donné cette indépendance même dont elle se moquait. Chaque action que j'avais planifiée était légale, justifiée, d'une certaine manière, attendue depuis longtemps. Je ne les détruisais pas. Je les forçais simplement à voler de leurs propres ailes. Je leur remettais la responsabilité de leur propre vie, une responsabilité que je portais pour elles depuis beaucoup trop longtemps. Mon plan étant établi, j'ai commencé l'exécution. Il était 7h55. J'ai répété la conversation pour la banque dans ma tête. Je serai calme, poli et ferme. Aucune émotion. C'était une simple transaction commerciale. J'étais une cliente clôturant une ligne de crédit. J'ai organisé les documents sur mon bureau d'ordinateur. Numéro de compte, détail des polices, identifiant de connexion pour les différents portails. Je me préparais à faire table rase. Alors que l'horloge approchait de 8 heures, j'ai pensé à la vie que je reprenais en main. Les 400 000 € avaient disparu, un coût irrécupérable. Mais les flux de trésorerie futurs, les milliers d'euros par mois que je déversais dans leur vie. Cela m'appartenait. Maintenant, cet argent pourrait financer un voyage au Japon dont j'avais toujours rêvé. Il pourrait être investi pour ma propre retraite, encore plus sûre. Il pourrait être donné à une association caritative qui me tenait à cœur. Ce pourrait être tout ce que je voulais que ce soit. Les possibilités semblaient infinies. Pour la première fois depuis des années,
je regardais mon propre avenir financier sans voir l'ombre des besoins de ma famille s'étendre dessus. L'horloge sur l'écran de mon ordinateur a affiché 8 heures. J'ai pris mon téléphone, mon cœur battant à un rythme régulier et déterminé. J'ai composé le numéro de la ligne prioritaire du service client de la banque. Une voix agréable a répondu à la deuxième sonnerie. Merci d'avoir appelé la banque premier. Je m'appelle Suzanne. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai pris une grande inspiration. Bonjour, Suzanne, ai-je dit, ma voix égale et claire. Je m'appelle Amanda. J'ai besoin de déclarer une carte de débit comme perdue et de la faire geler immédiatement. Et ensuite, j'ai quelques autres modifications de compte que j'aimerais effectuer. Le premier domino était sur le point de tomber. La conversation avec Suzanne à la banque fut d'une simplicité rafraîchissante. Il n'y a eu aucun jugement, aucun sous-entendu émotionnel, juste une série de questions et d'actions professionnelles. J'ai fourni le numéro de la carte de débit de Chloé et j'ai déclaré calmement qu'elle avait été compromise et devait être désactivée immédiatement. En 90 secondes, Suzanne a confirmé que c'était fait. La carte est maintenant gelée, mademoiselle Amanda, a-t-elle dit. Aucune autre transaction ne sera approuvée. Nous pouvons en émettre une nouvelle à votre adresse personnelle. Non, merci, ai-je répondu calmement. Veuillez simplement retirer complètement l'utilisatrice autorisée, Chloé, du compte. Je n'aurai pas besoin de carte pour elle. Il y a eu une pause remplie par le doux cliquetis d'un clavier. D'accord, a dit Suzanne, le ton a changé. L'utilisatrice a été retirée. Y a-t-il autre chose? J'ai procédé à l'annulation du transfert mensuel récurrent vers le compte de ma mère. Là encore, cela a été géré avec une efficacité professionnelle. Au moment où j'ai raccroché le téléphone à 8h15, deux des principales bouées de sauvetage financière avaient été coupées. Cela semblait presque banal, et pourtant profondément marquant. Des années d'obligations effacées par un appel téléphonique de 10 minutes. Ensuite, je me suis connecté au portail d'investissement pour le fonds universitaire de Chloé. En quelques clics, j'ai annulé le décaissement en attente pour ses frais de scolarité du semestre de printemps. Un message automatisé est apparu me demandant de confirmer. J'ai cliqué sur oui sans hésitation. J'ai ensuite rédigé un email formel rapide à l'administrateur du plan demandant les documents nécessaires pour changer le bénéficiaire, invoquant un changement de circonstances personnelles. Le dernier appel de la matinée était pour mon fournisseur de télécommunications. Celui-ci a pris un peu plus de temps, naviguant dans un menu vocal conçu pour empêcher les clients de partir, mais j'ai été patiente. Quand j'ai enfin joint un représentant, j'ai été poli mais ferme. J'ai expliqué que je voulais modifier mon forfait familial. Ma ligne resterait, mais les trois autres lignes, celle de Sarah, celle de son mari et celle de Chloé, devaient être séparées sur leur propre compte. Le représentant m'a informé que le titulaire du nouveau compte devrait appeler et accepter la responsabilité financière. C'est parfaitement bien, ai-je dit. Ils vous contacteront. Veuillez effectuer le changement avec effet immédiat. Il a confirmé que dans l'heure, leur service serait restreint jusqu'à ce qu'ils configurent leur propre facturation. À 8h40, tout était terminé. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai ressenti une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a presque donné le vertige. Le système que j'avais créé, celui qui m'épuisait depuis des années, était démantelé. J'avais construit la cage, et je venais d'ouvrir la porte et de sortir. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre. Je savais que cela ne serait pas long. Le premier effet domino s'est probablement produit vers l'heure du déjeuner. Chloé, essayant probablement d'acheter une salade hors de prix ou un café sur le campus, a dû voir sa carte refusée. Sa première réaction ne serait pas la panique, mais l'agacement. Elle supposerait qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement, d'une erreur temporaire. Elle enverrait probablement un message à sa mère, Sarah, pour se plaindre que la carte de tante Amanda ne fonctionnait pas. Sarah, à son tour, m'enverrait un message désinvolte, presque exigeant. Et, la carte de Chloé ne fonctionne pas, peux-tu vérifier ça? J'ai vu le message apparaître sur l'écran de verrouillage de mon téléphone vers 12h30 et je l'ai ignoré. Une heure plus tard, un autre message de Sarah. Un mensonge éhonté. Je savais que j'avais payé ces manuels via un achat direct à la librairie de l'université un mois plus tôt. La frustration dans son ton montait déjà. J'ai continué à ignorer. Le silence, je le savais, serait plus exaspérant pour elle que n'importe quelle réponse en colère.
Le véritable chaos a dû commencer plus tard dans l'après-midi. Sarah, essayant de m'appeler pour se plaindre, a dû découvrir que son service téléphonique était suspendu. Celui de son mari aussi. Cela déclencherait une véritable panique. Les deux bouées de sauvetage qu'ils utilisaient tous les jours, l'argent et la communication, étaient soudainement coupés. Le monde qu'ils connaissaient, un monde adouci par mon argent et géré par ma diligence, avait disparu. Les appels téléphoniques ont commencé à 15h17. Ils provenaient d'un numéro que je ne connaissais pas, probablement le téléphone d'un ami ou une ligne fixe. J'ai laissé le premier aller sur la messagerie vocale, puis le deuxième, puis le troisième. J'ai regardé l'écran de mon téléphone s'allumer encore et encore. Les appels étaient frénétiques, l'un après l'autre sans aucune pause entre les deux. Je les ai comptés. 15, 16, 23. C'était une crise de colère numérique. Sarah était habituée à la satisfaction immédiate, à ce que ses problèmes soient résolus par un simple SMS de ma part. Ce refus d'accès, ce silence complet et total était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu de ma part auparavant. Entre les appels, un flot de SMS est arrivé de ma mère, qui avait manifestement encore un téléphone fonctionnel pour le moment. Ces messages ont commencé par de l'inquiétude. Amanda, Sarah essaie de te joindre. Tout va bien? Ils ont rapidement dégénéré en confusion puis en accusation. Sarah dit que son téléphone ne marche pas et Chloé est coincée sans argent. Que se passe-t-il? Tu dois réparer ça. Et enfin en ordre. Amanda, ça a assez duré. Appelle ta sœur immédiatement. Les messages de ma mère révélaient le cœur du problème. Elle ne me voyait pas comme une personne qui pouvait être blessée ou avoir ses propres raisons. Elle me voyait comme un utilitaire défectueux qui devait être réparé pour restaurer le confort de la famille. Son inquiétude n'était pas pour moi, mais pour l'interruption des services que je fournissais. Je les ai laissés mariner dans leur panique auto-créée pendant plusieurs heures. J'ai continué ma journée. J'ai eu une réunion productive avec un client. J'ai mangé un déjeuner sain et je suis allé me promener dans le parc. À chaque appel manqué et à chaque SMS ignoré, je sentais une couche de ressentiment et d'obligation s'écailler. Je n'étais plus leur contact d'urgence, leur filet de sécurité financier, la personne qui résout leurs problèmes. J'étais juste Amanda, une femme de 42 ans profitant d'un mardi après-midi. À 18h, après le 31e appel manqué, j'ai décidé qu'il était temps. Je savais que Sarah serait incandescente de rage, une cocotte minute d'arrogance prête à exploser. J'y étais préparé. J'étais calme. J'étais prête. Je me suis servi un verre de pinot noir, je me suis assise sur mon canapé confortable, et au 32e appel, j'ai finalement répondu au téléphone. Inévitable. Comment oses-tu? Au moment où j'ai répondu, je n'ai même pas eu l'occasion de dire bonjour. La voix de Sarah, stridente et éraillée par la fureur, a explosé à travers le téléphone. Comment oses-tu? Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Un missile balistique de rage lancé depuis un lieu de pure arrogance sans mélange. J'ai tenu le téléphone légèrement éloigné de mon oreille, j'ai pris une gorgée calme de mon vin et j'ai attendu qu'elle s'essouffle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle hurlé, le son déformé par sa colère. Chloé était coincée sur le campus sans argent. Elle a dû emprunter de l'argent à un ami pour rentrer chez elle. Mon téléphone est coupé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai laissé le silence flotter dans l'air pendant un instant, laissant ces mots résonner dans l'espace entre nous. Pendant des années, j'avais été celle qui l'apaisait, qui la calmait, qui promettait de régler tous les problèmes auxquels elle était confrontée. Cette fois, je n'ai offert aucun réconfort. Je n'ai rien fait, Sarah, ai-je dit, la voix mesurée et calme. J'ai simplement apporté quelques modifications à mes propres comptes personnels. Ils sont, après tout, à moi. Sa réponse fut un rire de crachotement et d'incrédulité. Tes comptes. Tu as coupé les vivres à Chloé. Tu as coupé mon téléphone. Il ne s'agit pas seulement de tes comptes, Amanda. Il s'agit de la famille. Il s'agit de responsabilité. L'hypocrisie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Parlons de responsabilité, Sarah, ai-je répondu, ma voix toujours égale, mais maintenant avec un ton d'acier. La responsabilité, c'est payer ses propres factures. La responsabilité, c'est financer le mode de vie de son propre enfant. La responsabilité,
c'est gérer les finances de son propre foyer. Au cours des 10 dernières années, j'ai assumé tes responsabilités, et j'ai décidé d'arrêter. Nous avions un arrangement, a-t-elle hurlé. Tu as l'argent, tu es censé nous aider. C'est ce que fait la famille. La famille se traite aussi avec respect, ai-je rétorqué, la digue de mon calme commençant enfin à se fissurer. La famille ne se moque pas de vous lors de votre propre dîner d'anniversaire. La famille ne rejette pas l'œuvre de toute votre vie. Une mère ne hoche pas la tête en signe d'accord quand sa petite fille traite son autre fille de triste parce qu'elle est célibataire. Il y a eu un silence soudain et sec de son côté. J'avais touché la corde sensible. J'avais évoqué la source de tout cela, ce moment cruel qui avait fini par briser la chaîne. Oh, alors c'est de cela qu'il s'agit, a-t-elle dit, la voix dégoulinante de mépris. Tu fais une crise parce qu'une adolescente a fait un commentaire inoffensif. Chloé ne pensait pas à mal. Tu es trop sensible. Ce n'était pas seulement Chloé, n'est-ce pas Sarah? C'était toi qui haussais les épaules comme si tu étais d'accord. Et c'était maman qui hochait la tête. C'était la confirmation finale de ce que je savais depuis des années. Vous ne me respectez pas. Vous respectez mon compte bancaire. Et l'accès à ce compte a maintenant été révoqué de façon permanente. Je pouvais l'entendre respirer, saccadée et furieuse. Puis une autre voix est intervenue sur la ligne. C'était ma mère, Hélène. Son ton était celui d'une profonde déception, celui qu'elle avait perfectionné au fil des ans pour infliger un maximum de culpabilité. Amanda, ce n'est pas la façon de gérer les choses, a-t-elle dit, la voix légèrement tremblante. Tu as profondément blessé ta sœur et ta nièce. Tu es en train de déchirer cette famille pour un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, maman, ai-je dit, la douleur de sa trahison étant encore fraîche. Je t'ai parfaitement comprise quand tu as hoché la tête. Tu étais d'accord avec elle. Tu penses que ma vie est triste. Tu penses que je suis un échec parce que je ne suis pas marié. Pourtant, cela ne te pose aucun problème de vivre confortablement grâce aux revenus de cette triste vie. Les croisières, les clubs de jardinage, la raison pour laquelle tu n'as pas à craindre de survivre à tes économies, tout cela est grâce à moi, la fille dont tu as pitié. Ce n'est pas juste, a-t-elle balbutié. J'ai toujours été fier de toi. Tes actes disent le contraire, ai-je répondu froidement. Ta fierté ne semble cependant jamais t'empêcher d'encaisser l'échec. Au fait, j'ai aussi annulé le virement mensuel de 1 000 € sur ton compte, et je t'enverrai une lettre formelle cette semaine. Tu as 60 jours pour trouver un nouveau conseiller financier. Je démissionne. Le hoquet à l'autre bout du fil était audible. C'était le son d'un véritable choc. Le son de quelqu'un qui réalise que le sol sous ses pieds n'est plus solide. Tu ne peux pas faire ça, s'est écriée Hélène, sa voix montant en panique. Amanda, tu ne peux pas. Comment suis-je censé me débrouiller? De la même manière que les autres personnes, maman, ai-je dit, le cœur douloureux, mais ma résolution inébranlable. Tu embauches un professionnel. Ils factureront des honoraires, bien sûr, mais je suis sûr qu'avec l'argent que tu économiseras sur les croisières, tu pourras te le permettre. Sarah a repris le téléphone. Tu es un monstre, Amanda. Un monstre froid et égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que tu as fait pour moi. Je l'ai interrompu, la voix dangereusement basse. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi, Sarah? À part prendre mon argent et offrir des conseils insultants et non sollicités sur ma vie. Tu as contracté un prêt de 50 000 € que tu n'as jamais eu l'intention de rembourser. Tu as vécu pendant des années pendant que je payais ton assurance automobile et ta facture de téléphone. Tu as permis à ta fille de me traiter avec un mépris total tout en profitant des avantages de mon travail acharné. Tu n'as rien fait pour moi. Tu m'as épuisé et le puits est maintenant à sec. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre en regardant les lumières de la ville. Ma ville, ma vie. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, adoptant le ton calme et autoritaire que j'utilisais avec mes clients. Toi et ton mari allez appeler la compagnie de téléphone et configurer votre propre compte. Vous allez souscrire votre propre assurance automobile. Vous serez responsable de l'argent de poche de votre fille et de ses frais de scolarité à l'avenir. Le plan universitaire de Chloé, que j'ai financé, contient plus qu'assez pour couvrir son éducation, à condition qu'elle apprenne à être un peu plus frugale. Je n'autoriserai plus de paiement, mais l'argent est là pour son objectif prévu, l'éducation. Quant à toi et maman, vous devez apprendre à vivre selon vos propres moyens.
J'en ai terminé. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais les imaginer debout dans la cuisine de ma mère, abasourdis par le silence, la pleine réalité de leur situation se faisant enfin jour en elles. Le fleuve interminable d'argent n'avait pas seulement été endigué. Il avait été détourné de façon permanente. Finalement, Sarah a pris la parole, sa voix à peine un murmure rempli d'une rage venimeuse. « Tu vas le regretter. Tu mourras seul, et tu vas le regretter. » « Non, Sarah, ai-je dit doucement, un sourire sincère effleurant mes lèvres pour la première fois de la journée. Je ne le regretterai pas, être seul est 1000 fois mieux que d'être utilisé. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de ma mère. Je me suis assise sur mon canapé, le verre de vin frais contre ma main, et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La tempête était passée. La confrontation était terminée. Et je n'y avais pas seulement survécu, j'avais gagné. Je m'étais choisi. Les jours qui ont suivi l'appel téléphonique ont été étrangement calmes. C'était un silence auquel je devais m'habituer, comme le bourdonnement d'un réfrigérateur qu'on ne remarque que lorsqu'il s'arrête. Il n'y a plus eu de SMS passif-agressif de Sarah. Plus de 12 emails de rappel de ma mère concernant une facture à venir. Mon téléphone, autrefois source constante d'anxiété latente, est redevenu un outil pour mon propre usage. L'absence de leurs demandes constantes et de faible intensité était comme un poids qui s'enlevait de mes épaules, un poids que je n'avais même pas réalisé que je portais. La première semaine fut une cure de désintoxication. J'ai résisté à l'envie de vérifier mes messages bloqués, de me demander ce qu'elle faisait ou comment elle s'en sortait. Une partie de moi, la partie conditionnée par 42 ans passés à jouer le rôle de la personne qui s'occupe de tout, a ressenti un pincement de culpabilité. Mais ensuite, je me souvenais du hochement de tête de ma mère, du ricanement de Chloé et du hurlement de Sarah disant comment oses-tu, et la culpabilité s'évaporait, remplacée par la certitude froide et claire que j'avais fait ce qu'il fallait. Pour aider à consolider ma nouvelle réalité, j'ai appelé mon vieil ami, David. C'était un avocat d'affaires avec un sourire de requin et un cœur d'or. L'une des rares personnes dans ma vie qui me voyait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Je l'ai rencontré pour dîner et je lui ai raconté toute l'histoire, du dîner d'anniversaire au dernier appel téléphonique. Il a écouté attentivement, son expression passant de l'incrédulité à l'indignation pour finir par une profonde admiration respectueuse. Quand j'ai fini, il a levé son verre. À Amanda, a-t-il dit, la directrice générale de sa propre putain de vie. Je suis fier de toi. Il a fallu du cran. Je ne suis pas sûr que ce soit du cran, ai-je admis. Je pense que c'était juste de l'épuisement. J'étais à court d'excuses pour elle. L'esprit juridique de David a immédiatement commencé à voir les répercussions potentielles. Sarah pourrait essayer de faire une réclamation sur ce prêt de 50 000 €, a-t-il averti. Ou ta mère pourrait contester ta démission en tant que conseillère. Laisse-les faire, ai-je dit avec un haussement d'épaule, ressentant une surprenante absence de peur. Le prêt était verbal. Il n'y a pas de trace écrite. Et je donne à maman un préavis de 60 jours avec une comptabilité complète. J'ai couvert mes bases éthiques. Pour la première fois, je n'ai pas peur de leur drame. Il avait cependant raison d'être prudent. Environ un mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant Sarah. C'était une demande fanfaronne et mal rédigée exigeant le rétablissement immédiat du soutien familial, et qui formulait une revendication vague et inapplicable sur l'investissement verbal dans son studio de yoga. Je l'ai transmise à David, qui a éclaté de rire en la lisant. Il a rédigé une réponse claire et professionnelle qui les a complètement fait taire, citant l'absence de tout accord écrit et suggérant poliment que toute communication future devrait passer par lui. Nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat. Les véritables conséquences, cependant, n'étaient pas juridiques. Elles étaient personnelles. Ce fut le processus de redirection vers moi-même de toute l'énergie, du temps et de l'argent que j'avais autrefois déversé dans ma famille. Les 1250 € par mois qui allaient à ma mère et à la compagnie de téléphone étaient désormais automatiquement investis dans un fonds de voyage et d'aventure. J'ai réservé le voyage de 2 semaines au Japon dont j'avais toujours rêvé. J'ai commencé à prendre des cours de poterie le mardi soir. J'ai repris contact avec de vieux amis que j'avais négligés parce que j'étais toujours trop occupé à gérer une crise familiale. Ma vie a commencé à se remplir de choses qui m'apportaient de la joie, et non des obligations.
le silence dans mon appartement ne me semblait plus vide. Il me semblait paisible. J'ai découvert que j'appréciais réellement ma propre compagnie. Ma triste vie de célibataire, comme l'avait appelée Chloé, était en fait riche et épanouissante. J'avais d'excellents amis, une carrière que j'aimais et la liberté de faire ce que je voulais, quand je le voulais. Qu'y avait-il de si triste à cela? 6 mois plus tard, j'ai reçu un email d'un nom que je ne connaissais pas. La ligne d'objet était des excuses. C'était de Chloé. Son ton était complètement différent de celui de l'adolescente arrogante du restaurant. Il était hésitant, maladroit et étonnamment sincère. Elle m'a dit que les derniers mois avaient été un énorme retour à la réalité. Elle avait dû trouver un emploi à temps partiel sur le campus pour payer ses propres dépenses. Elle a vu à quel point ses parents étaient stressés maintenant qu'ils devaient gérer leurs propres finances, et elle a admis qu'elle n'avait jamais compris d'où venait l'argent. Elle s'est excusée pour son commentaire lors du dîner de mon anniversaire. J'étais une gamine stupide et arrogante qui n'avait aucune idée de ce que tu faisais pour nous, a-t-elle écrit. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je suis restée assise avec son email pendant un long moment. C'était la première fissure de remords, le premier signe que mes actions avaient forcé un changement de perspective. J'ai répondu par un message court et simple. Merci pour tes excuses, Chloé. Je les apprécie. Je te souhaite le meilleur. Je n'ai offert aucune réconciliation. Aucune allusion au fait que la porte était ouverte pour revenir à la situation antérieure. Pardonner était une chose. Oublier en était une autre. Elle devait construire sa propre vie maintenant, tout comme je reconstruisais la mienne. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma mère ou de Sarah directement. J'ai appris par le bouche à oreille que Sarah avait dû donner plus de cours de yoga et que son mari avait trouvé un deuxième emploi pour joindre les deux bouts. Ma mère a dû vendre sa maison et emménager dans un appartement plus petit et plus abordable. Elle survivait, juste sans les luxes que je leur fournissais autrefois. Leur vie était plus dure, mais c'était maintenant les leurs. D'une certaine manière, je leur avais fait le cadeau de l'autonomie, même si elles ne le verraient jamais de cette façon. Quant à moi, ma valeur n'est plus sujette à débat. Elle n'est pas déterminée par mon statut relationnel ou par l'approbation de ma famille. Ma valeur réside dans mon intégrité, ma résilience et ma capacité à construire une vie de paix et d'objectifs selon mes propres termes. Je suis célibataire. Je réussis. Et je suis heureuse. Et il n'y a absolument rien de triste à cela.